Fraîchement diplômé d'un master en business et management, tu intègres le monde de l'industrie musicale en 1994 en tant que développement commercial et marketing pour différents labels, dont Universal MCA, avant de partir pour Sony Music 14 ans plus tard en tant que directeur du département digital et business. Tu deviens ensuite directeur du MIDEM, qui est le salon de référence de l'industrie musicale créé par des éditeurs. Et en 2016, tu rejoins Spotify en tant que directeur général France et Benelux, avant de devenir en 2021 Head of International Music à Spotify. Dans un premier temps, merci d'avoir accepté l'invitation pour Ventrap. Avec plaisir. Première question, qu'est-ce qui t'a attiré dans l'industrie musicale à tes débuts? Moi, je suis un fan passionné de musique depuis le plus jeune âge. Donc, c'est aussi simple que ça. J'avais envie de travailler dans un domaine, un secteur professionnel avec lequel j'avais une affinité forte, et c'était le cas de la musique. À vrai dire, j'ai pas réussi tout de suite à rentrer dans la musique, c'était compliqué. Donc, j'ai fait un petit détour par du marketing pour du produit consumer, mais j'ai réussi à rentrer par la petite porte et à rejoindre l'industrie, donc après 2 ans à peu près de vie professionnelle. Et ouais, c'était vraiment mon rêve, et je suis content Et là, d'avoir pu le là, ça réaliser, fait ouais. 30 ans du coup que tu es dedans. Ça fait 30 ans, ouais, merci de le rappeler. Ça ça Et c'est 30 à ans. quoi ça ressemblait Universal dans les années 90? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de majors qu'aujourd'hui, puisque au fil de ces 30 années, il y a eu des fusions, des rachats, des disparitions de majors. Donc Universal, qui était Universal MCA, c'était un petit acteur, en fait, en Europe. C'était un gros label aux États-Unis, mais en Europe, c'était plutôt une petite major. On était, je pense, à l'époque, à mon avis, il y en avait 6, et on devait être la plus petite des 6. Mais on était considéré comme une major parce qu'il y avait toutes les fonctions d'une maison de disques, donc des labels et de la distribution et une force de vente. Ce qui qualifiait un petit peu une major par rapport à des indépendants qui parfois étaient distribués eux-mêmes. Donc MCA n'était pas le gros paquebot qu'Universal est aujourd'hui, puisque c'est avant la fusion qui a eu lieu 2 ans après mon départ, donc je crois en 98, la fusion entre Polygram, qui était le gros leader de l'industrie musicale, et Universal MCA, sous le nom Universal. Donc ça ressemblait à... déjà, c'était une époque où l'industrie était florissante, évidemment, où pas tous, mais n'importe quel projet avait vraiment des chances de vendre beaucoup de copies de CD et de cassettes encore à l'époque. Le CD était le format roi, c'est vraiment l'apogée du CD, les années 90. Donc ça ressemblait à une industrie hyper vivante, hyper dynamique, très sûre d'elle, probablement un peu trop. L'avenir ou la suite l'a montré, mais en tout cas très, très établie, puissante, forte, où tout le monde voulait, enfin tout le monde, beaucoup de gens voulaient aller travailler, où évidemment les artistes étaient nombreux et en recherche de signature, parce qu'une grosse différence par rapport à l'époque d'aujourd'hui, c'est que c'était compliqué d'avoir une carrière à l'époque pour un artiste si tu n'étais pas signé dans un label major ou pas, mais il fallait être signé, puisque c'est grâce au label en général que tu avais accès à la promo, c'est-à-dire à la radio, à la tournée, même s'il y avait des tourneurs, mais en tout cas le label était vraiment le point d'entrée quasi indispensable pour espérer faire une carrière comme un artiste, qui est complètement différent évidemment de l'époque qu'on vit aujourd'hui. Et tu te souviens d'artistes avec qui tu as travaillé à ce moment-là? Alors MCA avait une particularité, c'est qu'on avait une très forte prépondérance d'artistes internationaux, puisque quand j'ai rejoint, je pense que ça s'était lancé 2 ou 3 ans avant en France seulement, donc il y avait peu de catalogues locaux. Donc on travaillait plutôt sur des catalogues, alors qui moi étaient exactement mon goût. On avait Geffen, qui est un label rock historique, donc on avait les Guns N' Roses, on avait Aerosmith, on avait Nirvana à l'époque, on avait Beck, donc moi j'étais au taquet sur ces artistes-là. Et en local, il y avait des signatures qui commençaient à monter, mais c'était relativement limité. Et puis le premier gros hit qu'on a eu, qui n'était pas venu des États-Unis, c'est Aqua, Barbie Girl. Donc ça paraît loin, mais ça avait été notre premier carton vraiment à l'époque sur une. Alors c'était pas une signature France, hein, ça venait des Nordiques, enfin de la Scandinavie, mais c'est un des premiers artistes signés en Europe qui avait fait un gros carton. Ok. Outre tes expériences en label, tu as aussi eu de l'expérience dans les télécoms. Oui. Est-ce que tu penses que c'est ce qui a poussé Spotify à te contacter et à te chercher? Faudrait leur demander, mais effectivement, moi j'ai passé ma carrière en fait autour de la musique, mais à sauter d'un côté et de l'autre d'une sorte de ligne imaginaire entre les labels, vraiment les ayants droit, là où on produit la musique, et ceux qui la distribuent en digital. Donc très tôt, c'est-à-dire dès 97-98, j'ai commencé à vraiment travailler sur la partie digitale, qui était
toute nouvelle et émergente. Et après Universal, j'ai eu une petite période où j'étais indépendant, où je travaillais pour différents majors, sur des projets de compilation, des choses comme ça, mais également, j'ai commencé à travailler avec des telcos. Et c'est comme ça que je suis rentré chez Nous. Alors Nous, ça ne parlera pas aux plus jeunes, mais c'est l'ancêtre de Numéricable, donc c'était la plateforme câble à l'époque. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas encore l'ADSL, donc la seule technologie haut débit sur Internet qui était naissant, c'était le câble. Donc chez nous, on était un peu les rois du pétrole, puisqu'on avait des gros tuyaux avec un gros débit que personne d'autre n'avait. Et voilà, et donc je suis passé chez nous après Universal, donc après ces premières années côté label, chez nous, puis ensuite chez Orange, donc j'ai fait quasiment 10 ans, un petit peu moins, côté telco, avant, comme tu l'as dit tout à l'heure, de retourner côté label avec Sony. Et en parlant de Orange, est-ce que tu as commencé à travailler avec eux sur les premiers projets de plateforme de streaming, notamment le deal avec Deezer, projet Wormy, etc. Alors non, alors Wormy était en train de se monter dans une filiale vraiment de dev d'Orange, mais moi j'y étais juste avant Deezer, enfin juste avant les discussions, parce que je suis parti en 2008. Donc Deezer et Spotify aussi d'ailleurs, se sont lancés effectivement en 2008. Alors Spotify vient de fêter ses 18 ans en tant qu'entreprise, puisqu'on a été créé en 2006, mais le lancement vraiment commercial, après la Suède, dans quelques pays d'Europe, dont la France, c'est 2008. Donc moi, quand j'étais chez Orange, on travaillait sur du téléchargement, puisque le format roi, entre guillemets, à l'époque sur le digital, donc en dehors du CD, c'était le téléchargement, c'était iTunes. Et Orange, ça paraît enfin pas absurde, mais ça paraît fou aujourd'hui, mais Orange avait sa propre plateforme de téléchargement, fait maison, en interne. Donc mon travail chez eux, c'était de négocier avec les labels des accords de licence pour distribuer en téléchargement payant leur catalogue sur Orange. Et l'autre chose sur laquelle on avait travaillé, qui était, à vrai dire, assez révolutionnaire, c'était des offres de téléchargement sur abonnement. C'est-à-dire que tu payais, il y avait deux offres, il y en avait une à 6 euros par mois, l'autre à 12. Celle à 6, tu avais droit à jusqu'à, je crois que c'était 50, non, ouais, 50 ou 100 titres à télécharger dans le mois et que tu gardais. C'était pas juste un accès comme le streaming est aujourd'hui, c'était un modèle complètement différent, donc tu avais cette offre-là. Et l'offre à 12, elle était censée être illimitée. Et ça avait été pas un calvaire, ça serait pas gentil de dire ça, mais ça a été un truc incroyable à négocier avec les labels, parce que c'était très disruptif, comme on dit. Ça venait bousculer tout leur modèle. Il y a eu pas mal de résistance. Mais donc voilà, pour répondre à la question, c'était juste avant le streaming. Donc moi, je suis parti chez Sony, où je m'occupais de la distribution du catalogue Sony Music France auprès des plateformes, des différents acteurs du digital. Mhm. Et c'est à ce moment-là que les streamers ont commencé à vraiment se développer. Donc j'ai négocié avec Deezer et avec Orange la présence du catalogue Sony sur l'offre Deezer Orange, en fait. Et c'est à ce même moment-là que tu as ta première rencontre avec Spotify, du coup. Alors oui, effectivement, j'ai rencontré l'équipe Spotify de l'époque, c'était 3 personnes. Mm. Et ce qui est amusant, c'est que venant de chez Orange, à peine arrivé chez Sony, je les avais rencontrés et je leur avais fait une mise en relation avec Orange, qui n'avait pas abouti à un deal. Et c'est finalement Deezer qui a fait le deal avec Orange quelques mois plus tard. Mais ça, c'est l'anecdote assez rigolote. Quand on y pense, ça aurait probablement changé l'histoire du marché français, à mon avis, si finalement, enfin pas finalement, mais si Spotify avait signé avec Orange avant que Deezer le fasse. Mais ouais, j'ai rencontré les gens de Spotify. Il y avait une grosse différence entre Deezer et Spotify à l'époque, c'est que Spotify ne négociait pas les catalogues pays par pays. C'était Mm. fait au niveau central. Donc j'avais pas de relation avec eux pour vraiment discuter des conditions de distribution de leur catalogue, de notre catalogue, pardon, de Sony, ce qui était le cas en revanche avec Deezer. Et puis l'autre chose, c'est qu'on parle de ces deux-là qui sont les deux principaux. Il y a Qobuz aussi qui s'est développé et qui est sorti à ce moment-là, Mm. et qui est toujours là quand même, ce qui est formidable parce que c'est un acteur 100% français et qui a réussi à continuer d'exister. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, la France était une ébullition de nouveaux acteurs. Il y avait un nouveau streamer tous les 6 mois qui sortait. Et donc, une bonne partie de mon job avec mon équipe chez Sony, c'était de faire du business développement avec ces gens, ces nouveaux venus qui venaient taper à notre porte pour essayer de licencier le catalogue et qui parfois avaient des modèles encore à définir, un peu à inventer. Donc, c'était hyper intéressant parce qu'on était en pleine recherche et développement sur des modèles économiques sur les catalogues. Mais c'est marrant parce que vous étiez en pleine recherche et développement, mais à côté, c'était aussi les années creuses de l'industrie musicale. Oui, bah, oui, mais il fallait, du coup, il fallait trouver des relais de croissance, puisqu'en effet, l'industrie musicale a connu une chute vertigineuse à partir de 2001, c'est-à-dire un an à peu près après l'arrivée de Napster et de toutes ces plateformes qui étaient, elles, 100% pirates et gratuites. Donc ça a transformé assez vite, d'ailleurs, comme par hasard, les mentalités
et fait croire à peu près tout le monde que la musique pouvait être gratuite. Donc l'industrie a pris un coup monumental. Sur les 10 années, je crois qu'elle a perdu 70% de sa valeur au total mondial. Donc assez vite, il a fallu trouver des relais de croissance pour compenser cette chute du CD, qui était le format roi, comme on disait tout à l'heure, et essayer de trouver des relais de monétisation. Et c'est ça le grand succès, le grand apport du streaming à l'industrie en général, c'est que le streaming a remonétisé, alors c'est un mot horrible, qui est une espèce d'invention, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Ça a amené une nouvelle valeur qui avait disparu à l'industrie musicale. Donc iTunes et le téléchargement étaient aussi un acteur important. Et puis après, le streaming a pris le relais, a pris le dessus à partir de 2010, quoi. Et est-ce que c'était pas justement un peu difficile de faire ancrer l'habitude du streaming chez les utilisateurs qui étaient déjà habitués justement au CD ou à d'autres formats? Alors, oui et non, c'est-à-dire que l'idée d'avoir accès à toute la musique, alors soit gratuitement, soit en payant, parce que pour ce qui est le cas de Spotify ou de Deezer, il y avait cette offre dite freemium où tu as les deux options, gratuit avec de la pub ou payant. Mais l'offre consommateur, vue du consommateur, se dire j'ai accès à tout, et puis après quelques années n'importe où, parce qu'au départ c'était juste sur l'ordinateur, sur le PC ou le Mac, et puis après ça a été accessible même sur mobile. Mais c'est une sorte d'accès universel à la musique pour soit rien du tout, soit un prix relativement abordable. D'un point de vue consommateur, c'était plutôt pas très compliqué de convaincre les gens. Après, il fallait éduquer, il y avait aussi une notion d'être à l'aise d'un point de vue technologique. Tout le monde n'était pas, comme aujourd'hui, sur un téléphone en permanence, Mm. etc. Mais je pense que oui, c'était pas enfin, rebutant d'un point de vue consommateur. En Mm. revanche, côté ayant droit, là, ça a été beaucoup plus compliqué parce que inquiétude de est-ce qu'on se tire pas une balle dans le pied, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller à l'inverse de nos intérêts, et il y a eu beaucoup de pédagogie à faire. Et enfin, c'était quoi ta relation avec les labels au moment où tu étais directeur du Midem entre 2010 et 2015, justement avec l'avènement du streaming? Alors, donc le Midem, c'est vraiment enfin pas une parenthèse, mais c'est une période assez différente de ce dont on a déjà parlé, soit quand j'étais en label ou en distribution. Mm. Le Midem, mon job avec mon équipe, le Midem, c'est un endroit où se rencontrent des professionnels de l'industrie musicale. C'est vraiment ça le principe, pour faire du business. Pouvoir faire du business, pour apprendre, pour se connaître, etc. Et donc le Midem avait lui aussi pâti de la chute de l'industrie musicale, parce que bah, tout simplement les labels, enfin tous les gens qui venaient, ou la plupart des entreprises qui venaient au Midem jusque-là, bah, ont pris un coup aussi économique, donc ils n'avaient pas forcément les moyens de consacrer des budgets à ça, d'une part, et d'autre part, il y avait probablement eu un manque comment dirais-je, de suivi, et le Midem n'était plus vraiment aussi pertinent qu'il l'avait été par le passé avec ce qui était en train de devenir l'industrie musicale. Donc tous ces nouveaux acteurs comme les startups, les streamers, toutes les techs autour de la musique n'étaient pas forcément très bien représentés. De même, ce que nous on appelait les artistes entrepreneurs, c'est-à-dire ces artistes qui ont commencé à justement ne plus forcément travailler directement avec un label à l'ancienne, mais à monter soit leur propre label, ou même parfois une sorte d'équipe de professionnels travaillant avec eux pour faire leur business, et qui étaient eux-mêmes en tant qu'artistes beaucoup plus impliqués dans le business que l'étaient leurs prédécesseurs. Tous ces gens-là, on a vraiment voulu faire pivoter le Midem pour qu'il soit beaucoup plus pertinent pour eux, pour qu'il y ait des contenus pour eux, pour qu'il y ait des formats de networking, de mise en relation, pour qu'ils apprennent des autres groupes, si tu veux. Et donc, en gros, on est passé d'un Midem qui était relativement simple en termes de type de population. Tu avais les labels, les éditeurs, les distributeurs et les tourneurs, en gros, et les sociétés de gestion collective. Et là, on arrivait avec un Midem beaucoup plus morcelé, avec des populations très différentes. C'était hyper intéressant, mais il fallait adapter le format, adapter la commercialisation, adapter le discours. Enfin, ça a été... Et qu'est-ce que tu tires de ton expérience au Midem, justement? La première chose, c'est pour moi personnellement, ça a été l'international, puisque c'est la première fois que j'ai travaillé réellement à l'international. Le Midem était la principale plateforme vraiment de relations et d'échanges de l'industrie. Et tous les pays du monde étaient représentés, c'était assez fascinant à voir. Donc ça m'a permis de me créer un réseau, de rencontrer des gens dans le monde entier, de voyager et d'aller les voir. Et puis, par rapport à ce que je disais juste avant, d'apprendre, de comprendre comment l'industrie évoluait et d'être vraiment au cœur des débats. On était au cœur des débats, on était même censé les créer, ces débats, puisqu'on souhaitait que tout le monde en bénéficie. Donc j'ai appris énormément sur l'industrie elle-même et sur comment elle fonctionnait.
Et je pense que ça m'a donné un regard un peu plus en altitude sur les tendances, les perspectives et les métiers, les évolutions de l'industrie et de Est-ce ce qui que, arrivait. est-ce que tu pourrais me citer les plus gros problèmes ou difficultés ou défis que tu as pu avoir en tant que directeur digital et business ou en tant que directeur au Midem Chez Sony. chez Sony? Alors, chez Sony, le plus difficile, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça a été d'arriver à convaincre, en l'occurrence la major dans laquelle j'étais, donc Sony et le top management, de prendre des paris sur des nouveaux usages et des nouveaux deals et d'accepter de licencier nos catalogues à ces nouveaux acteurs. Ça, parfois, ça a été très compliqué. Et même le deal Orange Deezer, qu'on regarde maintenant comme un énorme succès, effectivement, à l'époque, ça a été un gros succès. Enfin, ça a pris des mois et des mois pour qu'on arrive à démontrer. En plus, la France était assez en avance. C'était pas du tout aussi actif dans d'autres pays. Donc, moi, j'avais une hiérarchie qui était en grande partie aux États-Unis et il fallait qu'on démontre que ce deal faisait sens et que ce deal allait amener de la valeur et qu'on n'allait pas perdre notre catalogue en tentant des choses comme ça. Donc, ça a été je dirais pas le plus difficile parce que c'était excitant, mais le plus exigeant. Et après, l'autre élément, ça a été vraiment de contribuer, avec tous nos homologues dans les autres labels et avec tous ceux qui étaient concernés par le marché français, c'est de structurer ce marché digital. Je dirais pas de mettre des règles, parce que c'était pas des règles, mais que tout le monde aille dans le même sens. Essayer de trouver parce qu'il y avait évidemment des terrains d'intérêt commun. Même si on était concurrents avec les autres majors, on avait tous intérêt à ce que ce modèle, ces nouveaux usages se développent, puisque, comme on le disait tout à l'heure, c'était censé être le relais de croissance par rapport au CD qui piquait du nez. Mais donc, rien de tout ça était difficile. Tout était exigeant, mais hyper, hyper intéressant, hyper excitant. C'était quand même les années, de mon point de vue, ce sont les pires années pour l'industrie musicale. C'est-à-dire, moi, je suis rentré en 2008, les pires au sens où on était vraiment au fond du trou. Je suis rentré chez Sony en 2008 et je me souviens, j'étais allé au Midem en tant que Sony en 2008. Et c'était à se pendre. Les gens étaient désespérés parce qu'on ne voyait pas la solution. Voilà. Encore une fois, Spotify, Deezer étaient encore tout neuf. Rien n'avait vraiment pris. iTunes commençait à vendre un peu, mais ça devenait presque un peu problématique par moment parce que les labels devenaient vachement dépendants d'iTunes, puisque quasiment tout le digital, tous les revenus digitaux étaient sur iTunes. Après, il y avait tout ce qui était sonnerie. Alors ça paraît, ça fait vraiment... voilà, tu en rigoles, mais c'est vrai. Les sonneries, les trucs, à un moment, c'était une grosse proportion des revenus digitaux. Quand on y repense, ça paraît dingue, mais bon, on savait très bien que ça allait pas durer non plus pendant une éternité. Donc il y avait une sorte de iTunes dépendance que le streaming a d'ailleurs contribué à contrecarrer un petit peu. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment, les labels y sont allés, mais ça a été compliqué. Et c'est amusant parce que tous ceux qui étaient dans des postes équivalents dans les majors ou les labels, hein, pas seulement majors, en France, on a un peu tous ces mêmes souvenirs d'avoir été avec notre casque et notre piolet pour essayer de vraiment faire tu vois, les creuser Et c'est les à premiers partir de, filons. c'est à partir de quel moment où justement on va dire que ça a commencé à remonter la pente au niveau de ce domaine-là? Ça a commencé à prendre, je dirais, 2010-2012. Et c'est lié à quoi? Bah, l'adoption, les usages commençaient à s'installer, les consommateurs commençaient à prendre le pli, donc les revenus pour l'industrie commençaient à se voir. Spotify, Deezer ont fait quand même enfin moi je trouve un super boulot à l'époque d'installer des offres et petit à petit ça a commencé à prendre. Et puis les labels ont aussi fait leur part du job en se professionnalisant sur les nouveaux usages, sur les métiers. Il y a des nouveaux profils qui ont été quasiment créés de toutes sortes, de toutes pièces, pardon, qui n'existaient pas dans les labels jusque-là. Et voilà, petit à petit, ça s'est installé. Mais ça a pris du temps. Et on n'a pas encore, alors là, on est revenu à un niveau en termes de valeur de l'industrie au global qui est incroyable si on regarde juste 10-15 ans en arrière. Ça a mis du temps, ça a mis du temps. Et c'est vrai que le streaming a été déterminant là-dedans. Bah, si je me trompe pas, là c'est l'année record de Spotify. Alors nous, c'est l'année record en termes de reversement, oui, Mm. mais si on agrège l'ensemble de la valeur de l'industrie musicale, on n'est pas encore aux années records du début des années 2000, enfin avant le début des années 2000, mais on s'en rapproche et on a vraiment une tendance qui est hyper positive et le streaming est le principal moteur de croissance. Ouais. D'accord. En parlant de streaming, beaucoup d'artistes se sont plaints durant le passé du taux de rémunération de Spotify, qui était peut-être trop bas ou pas assez ajusté selon eux. Qu'est-ce que toi tu en penses? Alors,
ce qui est très important à dire et à savoir en premier lieu, c'est que nous ne reversons pas enfin quoi que ce soit aux artistes. Nous avons des accords avec des ayants droit qui sont, pour faire simple, soit des labels qui ont les droits master de production, soit des éditeurs. On reverse à ces entreprises qui elles-mêmes ont ensuite des accords avec les artistes qu'elles représentent. Donc ces accords, un, on ne les connaît pas, et deux, on n'a aucunement la main dessus. Ça, c'est quand même un prérequis à bien connaître. Donc quand on lit que Spotify paye mal les artistes, Spotify ne paye pas du tout les artistes, puisque ce n'est pas notre rôle. Nous, on paye les gens qui payent les artistes. Première chose. Deuxième chose, Spotify reverse quasiment 70% de l'intégralité de ses revenus à ses ayants droit. Donc si on gagne 100 francs, lapsus intéressant, 100 euros en France sur une activité Spotify, on va en reverser 70 à l'ensemble des représentants des artistes et des ayants droit. Donc il n'y a pas beaucoup de modèles économiques comme cela, et c'est relativement généreux pour les ayants droit. Donc nous taxer de ne pas payer notre juste part, c'est un peu absurde en fait. Après, je comprends ce qu'il y a derrière ça, mais je voulais juste désamorcer certaines méconnaissances qu'on lit beaucoup, pas de ta part, hein, mais qu'on lit dans la presse ou qu'on entend. Donc on reverse une immense partie de nos revenus, et ensuite ce qui en est fait, et ce qui en est distribué sur l'ensemble de la chaîne de valeur, je dirais pas que c'est pas notre problème, parce que ça l'est, puisqu'on a nous aussi la volonté que tout cela aille dans le bon sens et que chacun y ait sa juste part, et notamment les artistes, mais ça n'est pas entre nos mains, entre guillemets. Donc, on est partie prenante, on veut être partie prenante, et on est toujours prêt à s'asseoir à une table de discussion avec la filière, parce qu'on veut que cette filière, que tout le monde en bénéficie, et en particulier les artistes, parce que si tout le monde n'en bénéficie pas, à un moment, il va y avoir un trou dans la raquette, et tout le monde va en pâtir, en revanche. Mais voilà, donc c'est ça que je pourrais commenter sur Spotify ne paye pas les artistes Et correctement. dans ce cas-là, les 30% restants, ils vont où? Tout le reste, donc c'est payer les salaires, c'est payer les locaux, c'est nos campagnes marketing, enfin c'est tout le fonctionnement de l'entreprise. Ce qui est fou, c'est un commerçant qui achète et revend des biens, c'est rare que le coût d'achat des biens, en plus de tout le fonctionnement de l'entreprise, représente 70% de son prix de vente. Donc c'est un modèle qui est exigeant, qui est tendu, mais qu'on maintient, et qu'on maintient bien. Et d'ailleurs, on a annoncé quand même là depuis 3 trimestres d'affilée qu'on arrivait à un profit, ce qui a été compliqué et long, parce qu'il y avait un besoin de volume, il y avait un besoin d'échelle. Et c'est vrai qu'en étant leader mondial et leader dans la majorité des pays où on est implanté, pas tous, mais la majorité, cet effet d'échelle nous permet d'amortir et de mieux optimiser ces 30% et d'arriver à en dégager une marge. Mais ça a été long et compliqué, et aussi parce qu'on a continué constamment à investir énormément, en plus de ces coûts de contenu, disons, de ce qu'on reverse, à investir dans la tech, à investir dans le produit, à investir dans des équipes, à investir. Si on est aussi pertinent dans chaque pays où on est d'un point de vue culturel, c'est parce qu'on a plus de 180 éditeurs, on a plus de 300 personnes dans les équipes musique dans le monde, et ces gens sont la plupart du temps les meilleurs possibles, donc il faut les payer aussi. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est de l'investissement. On investit dans l'humain et on investit dans le produit. Ok. J'aimerais te parler des faux streams. Oui. Quelles sont les pratiques courantes que tu peux observer sur l'utilisation des faux streams et comment les distinguer, et surtout quel est l'impact d'un faux stream sur les plateformes de distribution et pour les labels? Beaucoup dans la question. Beaucoup dans la question. L'impact, pour faire très simple, il est que l'argent qui devrait aller à certains va à d'autres. Pour faire vraiment extrêmement simple, mais c'est vraiment ça la réalité. Donc c'est un problème. Puisque le modèle de reversement du streaming est un gâteau commun qu'on répartit entre tous ceux qui ont une raison d'avoir une part de ce gâteau, parce qu'ils leurs œuvres ont été streamées. On le répartit en fonction de leur, entre guillemets, part de marché. Donc si certains s'attribuent de façon abusive une part de marché plus importante, ben, mécaniquement ça réduit celle des autres, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ça le vrai sujet du faux stream. Enfin le vrai sujet, le sujet général du faux stream. Comment les distinguer? C'est extrêmement compliqué, parce que tu me disais quels sont les exemples ou les modèles de faux stream. Ben, je pense que la réponse d'hier et la réponse de la semaine prochaine vont être différentes. Parce qu'il y a une créativité incroyable, puisque c'est de la techno aussi. Il y a une créativité incroyable en matière d'outils frauduleux
pour créer des faux streams, pour générer des revenus donc déroutés, disons. Donc c'est absurde de faire un catalogue parce que ça change tout le temps et il y a des multiples façons. Mais comment les éviter? Ben nous, on a des armées de collaborateurs qui sont dédiés avec des outils. Alors, on parlait d'investissement. Là aussi, on a investi de façon massive dans des outils de tracking et des outils qui nous permettent de répondre au mieux possible et le plus vite possible et dans une proportion la plus élevée possible au faux stream. On ne sera jamais à 100%, mais on est en constante évolution, recherche-développement et surtout, on a des équipes qui sont dédiées à ça pour limiter au maximum les faux streams. Mais les CD pirates, c'est les faux streams d'il y a 30 ans. Enfin, je ne dis pas qu'il faut s'en satisfaire, mais il faut aussi être lucide et réaliste. Il y aura toujours une frange de l'usage qui sera frauduleux. Moi, quand j'étais jeune, donc il y a bien longtemps, il y avait des CD pirates qui se baladaient Paris, et on ne parle pas de pays à l'autre bout du monde. En France, à Paris, on pouvait acheter des CD pirates ou des cassettes pirates relativement facilement. Bon, ça a toujours existé, donc encore une fois, il ne faut pas s'en satisfaire, il ne faut pas s'arrêter de le combattre, mais c'est là et c'est un sujet de focus majeur pour nous. Et qu'est-ce qui se passe quand Spotify repère les faux streams d'un artiste? Il y a plusieurs mécanismes, ça va dépendre de l'ampleur, ça va dépendre de la proportion des streams sur un titre, par exemple, qui sont frauduleux. Si c'est quelques-uns, on n'aura pas la même réaction que si c'est la majorité. Mais si c'est vraiment avéré qu'il y a fraude délibérée, massive et consistante, on retire le titre en question. D'accord. Ouais. Comment Spotify compte lutter à l'avenir sur justement les faux streams? Oui, donc en plus de ce dont on discutait avant sur donc les outils vraiment de tracking qu'on a mis en place, les équipes et tout ce que j'expliquais, on a mis en place et on est en train de déployer progressivement de nouvelles politiques sur ces sujets-là, qui consistent, l'une d'entre elles consiste à ce qu'on met en place des pénalités envers les labels ou les distributeurs qui de façon récurrente pratiquent les faux streams. Alors après, parfois c'est pas eux, ça peut être fait par n'importe qui. C'est ça aussi qui rend la chose difficile, c'est que ça peut être le manager, l'artiste lui-même, quelqu'un dans l'équipe ou le label. Bon, mais en tout cas, quand on constate ce genre de pratique, maintenant il va y avoir des pénalités. Et c'est pas des pénalités qui vont ruiner le label, mais c'est quelque chose qui va quand même mettre un prix, au sens une valeur et un point un peu plus important, parce qu'on souhaite que chacun fasse le ménage aussi chez lui et balaye devant sa porte et qu'on ne soit pas les seuls à être le réceptacle de tout ça et devoir faire tous ces investissements et être les seuls à gérer. Donc on met un peu de responsabilité, et souvent la finance, le financier est un bon moyen de mettre la responsabilité dans tous les secteurs de la vie. Donc on met un peu de responsabilité côté distributeur pour qu'eux aussi fassent un peu plus attention à ce qui se passe avec leur catalogue. Est-ce que vous avez des moyens techniques pour justement repérer quelle personne a mis un faux stream, etc. ou pas du tout? Quelle personne, c'est-à-dire quel Si c'est un utilisateur? manager, Non, non? bah non, non. À part quand c'est arrivé une fois, je ne citerai pas de nom évidemment, ni d'artiste, ni rien, mais il y a 2 ans, ou 3 ans, on avait repéré un compte qui était clairement frauduleux et l'adresse mail du compte, c'était le nom, prénom d'un manager. Donc on a su que c'était lui. Mais là, c'est un cas particulier. On a bien ri, cela dit. Non, donc au-delà des pénalités financières qu'on a mis en place, enfin qui sont en train de se mettre en place, hein, c'est déployé progressivement. On a aussi cette autre mesure qu'on a prise pour essayer voilà, d'assainir un peu certains usages. Et donc les streams sont comptés, enfin génèrent une rémunération à partir de 30 secondes. Et on s'est aperçu que sur certains titres qui sont un petit peu obscurs, qui peuvent relever voilà, de machines, enfin bon, qui sont pas très clairs. On s'est aperçu d'abord pas de leur prédominance, mais qu'il y en a de plus en plus. Et donc on a décidé sur ce qu'on appelle le noise, en fait, d'augmenter la durée la durée à partir de laquelle on génère des revenus ne sera plus de 30 secondes, mais d'une minute. Et là où on l'a déjà mis en place, sur les premiers tests qu'on a fait, on s'aperçoit qu'il y a déjà un effet assez significatif de diminution des revenus qui partent à ces titres-là, sachant que tout ce qu'on ne reverse pas à ces gens-là retourne dans le gâteau, hein, dont je parlais au début. Donc c'est pas pour quelque chose qu'on va se réapproprier. Mmh. On met tout ça dans le gâteau. Pareil pour les filles dont je parlais tout à l'heure. Donc tout ça, c'est pour
assainir le gâteau qui va aller aux, je mets des guillemets parce que la formule peut être mal comprise, mais aux vrais artistes. Et ce qu'on appelle des vrais artistes, c'est des gens qui ont vraiment l'ambition d'essayer de développer une carrière et qui sont vraiment derrière leur musique. Et c'est ça c'est ça les gens avec qui on veut travailler. C'est ça les gens qu'on veut élever le plus possible. C'est ça les gens à qui on veut donner le plus d'opportunités de faire une carrière et d'en vivre. Et c'est notre mission de Spotify et c'est vraiment là où on va, quoi. J'aimerais parler de ton poste. En quoi consiste le poste de Head of Spotify International? Alors, Head of International Music, ça consiste à travailler. Je travaille avec l'ensemble des équipes musique dans nos marchés. On a une cinquantaine alors, on est dans 184 pays, mais on a une cinquantaine de bureaux où on a des équipes installées qui ensuite supervisent et s'occupent de plus ou moins un plus ou moins grand nombre de pays. Donc, il y a des équipes musique partout dans le monde. Et mon job avec mon équipe directe, c'est vraiment de guider ces équipes pour les aider à faire le meilleur job possible en local pour atteindre leurs objectifs de soutien de la culture, de soutien des artistes, enfin tout ce que la mission de Spotify c'est indiqué à faire. Également soutenir les équipes business parce que la musique est notre principal contenu. Donc ça, c'est une chose. Mais par ailleurs, on veut aussi, et on les aide à être un composant d'une équipe musique globale en réalité, puisque moi je dis souvent que cette équipe, ce n'est qu'une équipe, mais qui est distribuée dans plusieurs pays, et que cette équipe globale contribue à faire de Spotify un leader global, mais surtout qu'on ait aussi ce poids et qu'on puisse faire bénéficier à chacun des pays du poids global du leader, si vous voulez. Et donc, si tu veux, et donc c'est ça notre job, de faire du global, du local, et de travailler avec toutes ces équipes. On a des focus particuliers. L'un d'entre eux est évidemment l'import et l'export, puisque ayant ces équipes ultra pertinentes et spécifiques et spécialistes de leur culture locale, on a des gens qui sont parfaitement équipés pour travailler avec leurs homologues dans le monde entier à faire circuler la musique. Un des apports, à mon avis, oui, à mon sens, du streaming, c'est ça, c'est d'avoir ouvert les frontières. Et non pas qu'elles étaient fermées avant, mais maintenant, bien évidemment, avec une technologie comme celle-ci et des volumes d'utilisateurs comme on a désormais, n'importe quel artiste de n'importe quel pays, potentiellement, peut créer une audience tangible, significative, n'importe où. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, nos équipes sont vraiment fortement impliquées là-dessus, à faire circuler la musique. Bah, en me parlant d'ouverture des frontières, est-ce que tu pourrais me parler de la collaboration de Spotify et Petit Biscuit? Oh oui! C'est amusant parce qu'en sachant qu'on avait cette interview, j'ai repensé à Petit Biscuit. Je me suis dit: «On va me dire que c'est un peu trop vieux», parce que ça date de 2016. C'est arrivé juste avant que je rentre chez Spotify, à l'été 2016. Et en fait, c'est même pas tant une collaboration, c'est exactement un exemple de ce qu'une équipe musique de Spotify s'efforce de faire chaque jour. Donc Petit Biscuit, je crois qu'il avait 16 ans à l'époque ou 17 ans. Il était dans sa chambre, d'ado, à Rouen, et il fait ça, il produit, il écrit, il fait sa musique et il la met sur Spotify. Et ça a été repéré par un de nos éditeurs qui est toujours avec nous, ici, en France, qui l'a entendu, qui s'est dit: «Tiens, c'est intéressant», qui a commencé à le playlister en France. Parce que le travail des éditeurs, c'est hyper scientifique et c'est hyper structuré. C'est-à-dire que tu mets pas tout de suite un titre, sur la playlist de hits, du pays dans lequel tu es. Tu le fais monter, tu le fais nourrir, tu le fais grandir et puis ensuite, en fonction des résultats, tu suis les datas et tu le fais évoluer ce titre dans l'écosystème de playlist, comme on dit. Donc il commence avec Petit Biscuit et comme je le disais, toutes nos équipes musique se parlent constamment et en particulier côté éditorial, on a quelque chose, c'est un nom interne, donc c'est pas un truc public, mais ça s'appelle les Global Curation Groups, donc groupe de curation globale, en français c'est bizarre, et ce sont des groupes par genre. Donc tu as du hip-hop, tu as un groupe hip-hop, tu as un groupe rock, tu as un groupe dans la plupart des genres principaux. Et ce sont des éditeurs du monde entier qui se réunissent toutes les 2 semaines et se pitchent les uns les autres des morceaux. Donc le Norvégien va dire: «Moi j'ai ça sur mon territoire, ça peut être bien», et le Brésilien va dire: «Ah ouais, c'est pas mal, j'ai commencé à le playlister». Donc c'est le principe. Petit Biscuit, c'est exactement ce qui s'est passé. On n'avait pas encore une structure aussi organisée des Global Curation Group parce que c'était il y a 2016 et en 2016, on était, probablement, 8 fois moins de collaborateurs, mais il y avait déjà cette notion-là. Donc il a commencé à le faire monter un peu dans les playlists en France. Il a vu que ça prenait et il a commencé à le pitcher un peu à ses homologues et notamment aux US.
Et ça a pris, ils l'ont testé aussi et c'est monté, monté, monté et au final, au bout de quelques semaines, quelques mois, mais pas très longtemps, Petit Biscuit était dans la plus grosse playlist de Spotify de l'époque, qui était la playlist de hits US slash global, parce que souvent les deux peuvent se mélanger. Et à un moment, il était dans les top 100 ou dans le top 150 des artistes les plus streamés, alors sur une période relativement courte, mais c'était incroyable. C'était incroyable. Depuis quelques temps, Spotify, qui à la base était un distributeur, est en train de prendre un virage stratégique pour se positionner en tant que plateforme audio avec les audiobooks, les podcasts. Quelles sont les raisons de cette décision? La décision, c'est exactement, en fait, c'est dans la question, c'est-à-dire que Spotify, on a décidé en 2017-2018 de migrer vers une plateforme audio, donc audio au sens pas que musique. On était une plateforme musique, clairement. On a voulu devenir un acteur audio parce qu'on a voulu accompagner nos utilisateurs sur leur journée, leur mois, leur nuit, peu importe, mais avec tout ce qui pouvait les intéresser. Et le podcast a été le premier pas dans cette direction, quand on a effectivement développé une activité podcast de façon assez agressive. Enfin, je dis agressive dans un sens avec vraiment beaucoup d'ambition, en développant des équipes dédiées dans la majorité des marchés, en signant des accords de distribution de podcasts existants, par exemple avec les radios, qui sont souvent dans beaucoup de pays le principal producteur de podcasts. Donc nous, en France, on a un deal avec Radio France, par exemple. Mais il y avait une autre composante qui a été de développer ce qu'on appelait des originals, c'est-à-dire des podcasts qui étaient produits par des studios externes. On n'a pas nos propres équipes de création, mais en tout cas qu'on finançait et qui étaient en exclusivité chez nous. Dont le podcast de Serge Gainsbourg. Exactement, ouais, exactement. Ça aussi, ça remonte, mais ça, c'est notre première expérience en France. À l'époque, c'était sur cette l'histoire de Serge Gainsbourg racontée en podcast. Ouais. Et après, il y en a eu beaucoup d'autres, et aujourd'hui, on a l'ENA Situation, et ainsi de suite, et on a des équivalents dans beaucoup de pays. Et donc ça a été très important. Donc je disais qu'on a été agressif et ambitieux, et ça a enfin, ça a porté ses fruits, puisque en 18 ou 24 mois, on s'est retrouvé leader du podcast, en fait, dans le monde, en termes d'écoute et en termes d'utilisateurs. Et ensuite, comme tu l'as dit, on est en train de lancer ou de développer une troisième verticale, qui pour l'instant n'a été lancée que dans quelques pays anglophones, qui sont les audiobooks, sur laquelle on fonde énormément d'espoir, parce que c'est un usage qui lui aussi semble vraiment prometteur, et qui vient compléter de façon très intéressante l'usage de musique et de podcast. Et alors l'audiobook, c'est encore un peu tôt pour tirer des conclusions aussi détaillées, mais quand on a lancé et développé le podcast, on s'est aperçu que non seulement il n'y avait pas de cannibalisation entre musique et podcast, donc il n'y avait pas moins de musique parce que quelqu'un écouterait du podcast. Au contraire, ça générait une consommation totale plus importante, et notamment de musique, que beaucoup de gens ont découvert le podcast alors qu'ils étaient utilisateurs de Spotify, qu'ils écoutaient beaucoup de musique, ils ont découvert le podcast grâce à ça. Enfin, il y a eu un tas d'effets très très bénéfiques, et puis ça nous a permis d'être aussi au soutien d'une nouvelle communauté de créateurs, qui sont les créateurs podcast audio, et ça, enfin, c'est très important pour nous aussi. En 2012, tu disais que la relation directe entre l'artiste et le public via Internet préfigure l'avenir, avec notamment l'émergence à l'époque des formes de relations directes entre l'artiste et le public. 12 ans plus tard, penses-tu qu'il va y avoir des nouvelles formes de relations directes à prévoir? J'ai dit ça, moi? Hem, je me suis pas trompé, en fait, donc c'est plutôt pas mal, c'est rassurant. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Oui, je pense que la créativité humaine et les développements technologiques vont certainement ouvrir la voie à de multiples nouvelles formes d'interaction entre les artistes et leurs fans. On voit bien que dans certaines régions du monde, c'est primordial, c'est partout, partout c'est important, mais dans certaines régions du monde, je pense à l'Asie notamment, c'est presque plus important d'avoir des moyens de mettre en relation l'artiste et le fan, pour les fans, que, pas que l'écoute du contenu, c'est pas vrai, mais ça devient un élément vraiment essentiel. Donc on travaille énormément sur ces sujets-là, on fait des tests dans tous les sens, comme souvent, les tests sont majoritairement pas réussis, mais quand ça réussit, on investit et on poursuit, et c'est quelque chose qu'on développe et qu'on développera encore dans l'avenir, bien sûr. Dernière question, quel conseil peux-tu donner aux jeunes artistes qui cherchent à percer dans l'industrie musicale?
Euh, je leur conseille d'être réalistes dans le sens où un des aspects, peut-être, je mets des guillemets, trompeurs du streaming, c'est que il est devenu tellement facile pour quelqu'un de mettre de la musique à disposition sur une plateforme que l'offre est devenue pléthorique. C'est-à-dire que le nombre d'artistes, le nombre d'œuvres est devenu pléthorique. Et donc, la sélection qui était, on en parlait tout à l'heure, qui était obligée par la signature dans un label il y a 30 ans, il fallait signer dans un label pour avoir accès à la promotion. Aujourd'hui, cette barrière a sauté. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de label, mais ça veut dire on peut accéder à une audience, ou en tout cas être sur un présentoir qui est en face d'une audience beaucoup plus facilement, sans même parler des outils de création musicale qui sont beaucoup plus accessibles. On n'a plus besoin d'aller en studio, on peut faire ça chez soi sur un ordi. Donc, tout ça pour dire que on se retrouve avec une offre pléthorique et que j'ai tendance à penser qu'il y a un peu cette impression, chez les plus jeunes peut-être, que n'importe qui peut réussir comme artiste. Or, c'est pas vrai, tout simplement. Et c'est pas vrai parce que, prioritairement, tout le monde n'a pas le talent pour, on va pas se mentir, parce que la bonne musique reste le principal critère pour réussir, mais aussi parce qu'à un moment donné, il faut arriver à sortir du lot et que le lot, aujourd'hui, est 100 fois, 1000 fois plus important qu'il y a quelques années. Donc c'est pas du tout, je dis ça, ça fait un peu, comment dirais-je, pas péjoratif, mais négatif. C'est pas pour dissuader les gens. Au contraire, moi, tout ce que je souhaite, c'est le plus possible de créativité et de nouveaux candidats à être artiste. Mais il faut être réaliste. Et donc, être réaliste, ça veut dire faut accepter l'idée qu'il faudra travailler, que ça prendra du temps et que ça a toujours été vrai dans les carrières artistiques, mais peut-être encore plus qu'avant. L'échec est malheureusement une option qui est, je dirais pas probable, mais qui est possible. Donc courage, travail, bien s'entourer. Je pense qu'il y a un vrai besoin, beaucoup plus qu'avant, d'être informé, de comprendre comment ça fonctionne, tout. Euh, la créativité, bien sûr, l'artistique, bien sûr, mais aussi le business. Pas parce que tout le monde sait tout faire, mais parce que tout est imbriqué beaucoup plus qu'avant. C'était beaucoup plus, je sais pas si c'était facile, mais en tout cas, c'était tout à fait possible pour un artiste de donner les clés de sa carrière à un manager, à un impresario, comme on disait encore bien avant moi même. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il est important pour un artiste d'avoir une compréhension de ce qui se passe. Il n'est pas obligé de faire lui-même tout, mais avoir une compréhension de ce qui se passe. Et c'est ceux-là qui réussissent le mieux. En tout cas, statistiquement, on voit bien que ceux qui sont le plus engagés sur l'ensemble des composantes de leur carrière, vraiment le full Monty, comme on dit, ceux-là ont le plus de chances de succès. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir, merci.